Donc, bienvenue donc, sur cette deuxième session de nouvelles pratiques philosophiques. Donc, aujourd'hui, on accueille Johanna Hawkin, qui est responsable de la Maison de la Philosophie à Romainville, qui est praticienne et formatrice, docteur en philosophie, et qui est aussi l'auteur d'une thèse intitulée Philosophie avec les enfants, enquête théorique et expérimentale sur une pratique de l'ouverture d'esprit. Johanna, c'est à vous. Bonjour à tous. Mon but, bien que ce soit un webinaire du coup distanciel, mon but c'est d'arriver à construire un échange avec vous au fur et à mesure de mon intervention et surtout après l'intervention. Mais ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je demanderai s'il y a des questions et Frédéric et Nicolas aussi me signaleront s'il y a des questions dans le chat. Donc, comment dire, mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'on avance ensemble et que tout soit clair au fur et à mesure de la présentation. Formuler vos questions, ce sera un support pour en discuter ensemble. Et puis moi, ça m'intéresse toujours d'avoir les questions et les points de vue des autres parce que parce que la philosophie pour enfants, c'est un mouvement qui existe depuis, comme vous le savez, depuis une 50aine d'années. Et il existe grâce à la collaboration de personnes qui expérimentent, qui cherchent, qui échangent, qui se nourrissent les unes des autres. Et du coup, on a toujours envie de continuer comme ça à échanger avec cette idée vraiment profonde que c'est l'intelligence collective qui nous amène à construire cette nouvelle pratique philosophique. Voilà, donc je vais me lancer du coup cette fois pour de bon. La question que je vais aborder aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la question de la philosophie pour enfants et adolescents et savoir s'il s'agit d'une pratique de l'ouverture d'esprit et de l'empathie cognitive. Comme je le disais, je vais vous présenter ma recherche autour de la notion d'ouverture d'esprit et d'empathie cognitive. Alors, avant de vous présenter cette recherche et son contenu, il est important de vous présenter le contexte et l'historique de cette démarche. On l'évoquait à l'instant, au départ, cette recherche, elle s'est ancrée dans une thèse de doctorat qui s'intitulait « La philosophie pour enfants, exploration théorique et expérimentale d'une pratique de l'ouverture d'esprit ». Plus précisément, d'où je parle? Je parle depuis mon terrain d'expérimentation, la Maison de la Philo, qui a été créée autour d'un projet dédié au sein de la ville de Romainville, en Seine-Saint-Denis, depuis 2009. C'est un projet qui s'est construit petit à petit, à pas de fourmis. De 2009 à 2011, on a mis en place le projet, j'ai commencé les ateliers philosophiques, j'ai rencontré les acteurs de la collectivité. Ensuite, cette collectivité a accepté d'accueillir ma thèse que je faisais à l'Université Paris 1, donc de 2011 à 2016. Ensuite, de 2014 à 2021, j'ai mené ma recherche au sein donc, de cette Maison de la Philo, qui est une structure expérimentale dédiée à l'éducation philosophique des enfants, des adolescents, des adultes et des retraités. Nous sommes 5 au quotidien à mettre en place des activités philosophiques de tout type. En l'occurrence, dans le cadre de ma recherche, je m'étais centrée sur les pratiques philosophiques suivantes. Alors d'abord les classes idées, ce que j'appelle classes idées, ce sont les ateliers philosophiques en école et en collège, les ateliers périscolaires, les cinéphilos au cinéma Le Trianon de Romainville, les ateliers philo dans les centres sociaux, les 3 centres sociaux de la ville, et dans les 3 centres de loisirs de la ville. Et enfin, les ateliers philo-lire au sein de la médiathèque. Tout ça pour vous dire que j'ai essayé de mêler la théorie et la pratique dans mon regard. J'essaye à la fois d'avancer philosophiquement sur le plan théorique pour mieux comprendre ce qu'est la philosophie pour enfants et adolescents. Donc j'ai énormément lu, peut-être comme vous, des ouvrages portant sur la philosophie pour enfants, les ouvrages de nos collègues français, les ouvrages de nos collègues canadiens qui sont très costauds, les ouvrages des collègues belges de Philocité qui sont également très costauds, et les ouvrages américains qui ont été constitués autour de Matthew Lipman et de Anne-Margaret Sharp,
qui sont considérés comme les créateurs de la philosophie pour enfants au sein de l'Institute for the Advancement of Philosophy for Children. Info, désormais moi je considère que Anne-Margaret Sharp est autant la créatrice de la philo pour enfants que Matthew Lipman, et que cette chercheuse a été invisibilisée comme souvent, comme étant une sorte de collaboratrice de Matthew Lipman, alors que pas du tout. Ils ont pensé les choses ensemble, ils les ont défendues ensemble, d'aigle et ongles, et c'était un duo de choc. Donc renseignez-vous, Anne-Margaret Sharp, c'est une personne très, très intéressante. Quelle méthode j'ai utilisée au sein de ma recherche? D'abord, j'ai expérimenté un certain nombre de méthodes de philosophie pour enfants. La méthode de la communauté de recherche, de Lipman et Sharp, la méthode de la discussion à visée démocratique et philosophique, de Michel Tozzi. J'ai expérimenté aussi la méthode Arche, qui a été créée par Jacques Lévin. J'imagine que vous avez aperçu ces méthodes auparavant, soit dans les précédents webinaires, soit par votre sensibilisation à la philosophie pour enfants. Ayant expérimenté, moi, ces différentes méthodes, j'ai décidé de ne pas me centrer sur une seule d'entre elles. J'ai finalement fait quelque chose d'assez centriste et un petit peu, oui, centriste, quoi, un petit peu dans le compromis, on va dire. J'ai un peu mélangé les méthodes, c'est-à-dire qu'au fond, j'essaye de mettre en place des tours de parole sur le modèle Arche, c'est-à-dire des moments où seuls les enfants parlent, et moi je ne fais que les écouter. Mais j'ai aussi distribué des rôles, à la façon de la DVDP de Tozzi. J'ai aussi donné une place très importante aux habiletés de pensée, qui sont cruciales dans la méthode de la communauté de recherche philosophique. Donc, vous voyez, j'ai fait une sorte de melting pot de ces méthodes. En gros, dans ma méthode, que je vais vous présenter de façon très succincte rapidement, le plus important pour moi, c'est à la fois de valoriser les enfants afin qu'ils construisent leur estime intellectuelle d'eux-mêmes, et à la fois de travailler leur pensée au travers des habiletés de pensée. Ou compétences de pensée, comme on dit en France. Alors, petit rappel sur les habiletés de pensée ou compétences de pensée. C'est important parce qu'elles jouent un rôle fondamental. Donc, j'aimerais bien qu'on soit tous au clair là-dessus. Qu'est-ce qu'une habileté de pensée? Une habileté de pensée, c'est au fond un acte intellectuel qu'on est capable d'accomplir avec sa pensée. Autrement dit, c'est quelque chose qu'on arrive à faire avec sa pensée. Et plus on le fait, plus on devient habile pour le faire. Par exemple, dans ma pensée, je peux, moi, chercher une question, là, formuler une question. La question, je vais chercher une question. La liberté est-elle la raison du malheur? C'est la question qui me venait à l'instant. L'appétit de la liberté, plutôt, est-elle la raison du malheur? Là, je viens d'accomplir un acte avec ma pensée. J'ai formulé une question. Si ensuite je cherchais une idée pour y répondre à cette question, ce serait une autre habileté de pensée, qui s'appelle créer une idée. Ensuite, si je me disais, mais en fait, au fond, qu'est-ce que c'est la liberté et qu'est-ce que c'est le malheur? Si j'essayais de définir ces concepts, je serais en train de conceptualiser avec ma pensée. Si ensuite je cherche un argument dans ma pensée, quel est l'argument pour dire que l'appétit de liberté, c'est la cause du malheur? Je serais en train d'argumenter, etc., etc. C'est extrêmement important ça parce que, vous le savez sûrement, quand on philosophe avec les enfants et les adolescents, le but, ce n'est pas de philosopher comme on fait en classe de terminale ou à l'université. On ne va pas philosopher avec les grands textes, avec le vocabulaire très compliqué, avec l'histoire de la philosophie. On ne va pas faire des dissertations ou des commentaires de textes. Mais ce qui va faire que la pensée des enfants dans l'atelier philosophique va acquérir de la complexité,
de la rigueur et de la profondeur, ce sont les habiletés de pensée. Ce sont les habiletés de pensée qui, à mon sens, amènent les enfants à penser de façon philosophique, de façon profonde, rigoureuse, de façon complexe. Vous voyez? Donc ça, c'est extrêmement important. Et on verra justement que l'ouverture d'esprit, elle est liée aux habiletés de pensée, elle est presque comme une habileté de pensée. Donc finalement, quelle est la méthode que j'utilise? Je la définis ainsi. Ma méthode, c'est une méthode de discussion philosophique à partir des concepts et des questions universelles choisis par les enfants. Ces concepts et ces questions, choisis par les enfants, sont explorés collectivement grâce aux idées et aux hypothèses proposées. Elles sont explorées en étant guidées par le facilitateur, qui stimule les compétences de pensée philosophique, les habiletés de pensée, notamment questionner, créer une idée, conceptualiser, argumenter, problématiser, critiquer, raisonner, dialoguer. En outre, dans ma méthode, j'utilise, mais ce n'est pas le moment d'en parler, ce que j'appelle une pédagogie sensorielle, constituée de rituels, de mise en scène, de théâtralisation, d'outils sensibles et sensoriels. Donc voici la méthode qui était au cœur de ma recherche centrée sur donc l'ouverture d'esprit. Alors, pourquoi avoir choisi le concept d'ouverture d'esprit pour analyser la philosophie avec les enfants et les adolescents? Je vais vous présenter les 3 raisons et ensuite, je vous propose un petit temps d'échange si vous le souhaitez parce que je voudrais justement à ce moment-là qu'on fasse un point et qu'on soit bien tous ensemble. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce concept? L'ouverture d'esprit. La première raison, c'est qu'il était omniprésent. Le concept d'ouverture d'esprit était omniprésent dans les recherches en philosophie pour enfants. Tous les animateurs, toutes les animatrices, tous les chercheurs, toutes les chercheuses en parlent, et en disant notamment que c'est le but de la philosophie pour enfants. Grâce à la philosophie pour enfants et adolescents, on va faire en sorte que les enfants et les adolescents soient plus ouverts d'esprit. Comme vous le voyez en bas, Vincent Trovato, par exemple, dit que le but de la philosophie est de soutenir chez l'enfant une certaine ouverture d'esprit, un raisonnement et une recherche commune. Pour Robert Fisher, un philosophe pour enfants anglais, il dit « La recherche philosophique avec les enfants peut être un moyen par lequel des qualités telles que l'ouverture d'esprit peuvent être intégrées au caractère humain. » Donc ce n'est pas rien, hein, vous voyez, la philosophie pour enfants pourrait développer cette qualité humaine qui est l'ouverture d'esprit. Chez Matthew Lipman, je remonte un petit peu là, l'ouverture d'esprit chez Matthew Lipman, c'est l'une des habiletés de pensée nécessaires pour philosopher. Ça, vous allez pouvoir comprendre cette idée au fur et à mesure de mon intervention. Mais retenez que pour Lipman, l'ouverture d'esprit nous permet de philosopher. C'est une des habiletés de pensée nécessaires pour philosopher. Dans la discussion à visée démocratique et philosophique, dans la méthode de la DVDP, comme on dit, on peut considérer que l'ouverture d'esprit est aussi au centre parce que c'est une méthode qui est fondée sur la coopération entre les enfants et sur un échange égalitaire. De nombreux animateurs philosophes et de nombreux chercheurs considèrent aussi que l'ouverture d'esprit, c'est le critère qui définit le dialogue philosophique. Un dialogue philosophique, ce serait un dialogue où il y a de l'ouverture d'esprit. Marie-France Daniel, vous voyez, elle dit « Le dialogue philosophique se définit par la capacité intellectuelle à s'ouvrir aux alternatives proposées par les autres. » C'est ça qui fait que le dialogue, que la discussion devient philosophique. La capacité à s'ouvrir aux idées des autres, aux alternatives des autres.
Ça, c'est notre hypothèse. C'est finalement cette hypothèse-là qu'on va creuser. Comment ça se fait que l'atelier, que la discussion philosophique devient philosophique au moment où on s'ouvre aux idées des autres? Pourquoi est-ce que c'est si essentiel pour philosopher? L'ouverture d'esprit. Je reviendrai à cette question, évidemment. La deuxième raison pour laquelle j'ai choisi le concept d'ouverture d'esprit, c'est que j'ai l'impression que finalement, dans les propos des enfants, dans ce qu'ils me disaient, c'est ça qui apparaissait de façon assez évidente. Sans que je leur demande, hein, parce que moi, du coup, je n'avais pas encore choisi ce concept. Mais en les écoutant, à chaque fois que je leur demandais, alors, c'est quoi pour vous un atelier philosophique? Finalement, dans leur façon de le décrire, il y avait cette idée de, dans l'atelier philo, on se rassemble et on rencontre les autres. Je vais vous donner quelques exemples de ces témoignages qui montrent, selon moi, que pour les enfants, cette dimension de collaboration intellectuelle, par l'ouverture d'esprit, elle est très fortement ressentie. Alexandru Nevant disait par exemple, quand on philosophe, on s'enrichit grâce aux idées des autres, parce qu'on est dans l'océan infini de la philosophie. Pour traverser cet océan, il vaut mieux être plusieurs. C'est trop dur tout seul. Farah disait, quand on philosophe, on fait une équipe. Tout le monde pense sa réponse. Mathéa, 9 ans, disait, la philo, c'est quelque chose qui nous aide à penser, à réfléchir ensemble pour avoir de nouvelles vues sur le monde. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous disais, finalement, les propos des enfants m'ont étonnée. C'est pas moi qui leur ai dit que la philosophie, c'était un océan infini, par exemple, ou qu'il fallait être plusieurs pour traverser cet océan. C'est pas moi qui leur ai dit qu'en philo, on acquiert des nouvelles vues sur le monde. Ça, ce sont leurs mots. Réellement, je vous promets, je vous assure, authentiquement, ce sont leurs mots, ce ne sont pas les miens. Donc ça m'a mis sur cette piste selon laquelle il se passe quelque chose entre les esprits des enfants lorsqu'ils philosophent qui les marque. C'est pas quelque chose qui se passe seulement à l'intérieur d'eux, c'est entre eux. Ce qui se passe entre eux, la façon dont ils s'ouvrent les uns aux autres. La troisième raison pour laquelle j'ai choisi le concept d'ouverture d'esprit, c'est qu'il y avait quelque chose qui me semblait fascinant dans la définition, dans le sens, dans la nature de l'ouverture d'esprit. Alors, ce point est un peu plus complexe, j'ai l'impression, donc c'est pour ça qu'après ce point-là, je voudrais qu'on discute un tout petit peu. En fait, au départ, j'ai voulu rechercher une définition de l'ouverture d'esprit. Donc, de façon très scolaire, je cherche dans le dictionnaire. Je vais de dictionnaire en dictionnaire, mais impossible de trouver une vraie définition de l'ouverture d'esprit. Dans un dictionnaire, on dit que l'ouverture d'esprit, c'est le fait d'être ouvert d'esprit, super. Quand je vais à ouvert d'esprit, on me dit que c'est la capacité à s'ouvrir à l'autre. Bon, bref, il n'y a aucun dictionnaire qui définit correctement ce que c'est que l'ouverture d'esprit. Et je me dis, mais est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Eh bien, en y réfléchissant, j'ai eu l'impression que l'ouverture d'esprit, c'était une façon d'être disponible à la pensée des autres, c'est-à-dire c'est une façon d'accueillir dans son esprit les idées des autres. C'est une façon d'accueillir dans son esprit, les idées des autres. Donc au départ, c'est quelque chose de cognitif, d'intellectuel. J'accueille dans mon esprit l'idée de quelqu'un d'autre. Par exemple, j'écoute l'idée de quelqu'un, j'y réfléchis dans ma tête. J'essaie de la comprendre. J'essaie de l'analyser, de la saisir. C'est quelque chose d'intellectuel à ce moment-là. Mais en faisant cela, en s'ouvrant intellectuellement aux idées des autres, on fait quelque chose qui a une dimension éthique. On fait quelque chose qui a une teneur éthique, qui a une qualité éthique. Parce que finalement, si je prends le temps de m'ouvrir, d'être disponible, d'accueillir les idées de quelqu'un d'autre, c'est intellectuel, c'est mon esprit qui travaille, mais aussi, je m'ouvre aux autres de façon éthique.
je le rencontre, je le découvre, je suis attentif à lui et à ses idées. Donc finalement, c'est ça qui m'a semblé fascinant, c'est que j'ai pris conscience que quand on essaie de définir l'ouverture d'esprit, on se rend compte que c'est une disposition qui est à la fois cognitive et éthique. Donc je la définis ainsi, donc de deux façons, de façon intellectuelle et éthique. Et les deux vont ensemble. Donc d'abord, l'ouverture d'esprit, ce serait une disposition intellectuelle de l'esprit favorable à l'élargissement progressif de la pensée présente. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque je suis ouverte d'esprit, j'ouvre mon esprit aux idées des autres et du coup peut-être que je vais élargir mes idées. Je vais aller plus loin que mes propres idées à moi parce que je vais aller vers celles des autres. Mais aussi, l'ouverture d'esprit, c'est une disposition éthique de l'individu qui est favorable à la compréhension et à la découverte d'autrui dans son altérité. Comme je l'indiquais, en me rendant disponible aux idées d'autrui, je me rends finalement disponible à sa personne. Finalement, en définissant l'ouverture d'esprit, je me suis rendu compte que c'était une forme d'empathie cognitive. L'empathie cognitive, peut-être que vous savez ce que c'est, mais je me permets de le redéfinir rapidement, hein, même s'il y a beaucoup de travaux sur le sujet. L'empathie cognitive, qu'est-ce que c'est? L'empathie cognitive, c'est distinct de l'empathie affective. C'est celle qu'on connaît bien, l'empathie affective. L'empathie affective, c'est la capacité à comprendre l'autre dans ses émotions, dans ce qu'il ressent. On se met à la place de l'autre pour ressentir ce qu'il ressent. L'empathie cognitive, ce n'est pas se mettre à la place de l'autre pour ressentir ses émotions, c'est se mettre à la place de l'autre pour essayer de comprendre ce qu'il pense, de comprendre son idée, pour les comprendre à partir de lui. C'est quand on se demande, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il pense? Et on essaye de se déplacer un petit peu pour comprendre ce que lui veut dire. Finalement, l'ouverture d'esprit comme empathie cognitive, pour moi, c'est une façon de se mettre un petit peu en sourdine. On met un petit peu sa pensée en sourdine, on la met un peu silencieuse, on la met en suspens pour se rendre disponible à la pensée des autres. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'ils disent, hein. Ça on en parlera. En tout cas, voilà, l'ouverture d'esprit en tant que disposition éthique et intellectuelle, elle a une double nature qui me semble intéressante. Et elle est d'autant plus intéressante, cette double nature, que la philosophie pour enfants, justement, elle a toujours associé ces deux dimensions, le cognitif et l'éthique. La philosophie pour enfants, elle a pour conviction que pour philosopher ensemble, il faut mettre en place une pratique qui soit à la fois intellectuelle et éthique et sociale. Sur le plan de la pensée, la discussion philosophique repose sur une qualité de réflexion, une rigueur, une profondeur et une complexité dans la pensée, par l'utilisation des habiletés de pensée. Mais ça ne suffit pas pour faire un atelier philosophique. Pour faire une discussion philosophique avec des enfants ou des ados, ça ne suffit pas de travailler sur le plan intellectuel. Il faut travailler sur le plan social et éthique. Travailler sur la relation entre les individus, entre les enfants et les ados. En effet, la discussion philosophique est un moment social dans lequel la relation entre les enfants est fondamentale. C'est en entrant en relation, intellectuellement et éthiquement, qu'ils parviendront à philosopher et à dialoguer ensemble. Sans cette relation éthique entre eux, qui est construite autour de l'écoute, de la bienveillance et du respect, et de l'ouverture d'esprit, bien sûr, le dialogue serait impossible. Donc l'ouverture d'esprit, vous le voyez, de façon cognitive et éthique, elle pourrait doublement stimuler la pratique philosophique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ouais, il y a déjà quelques questions dans le chat. Peut-être les gens veulent prendre la
parole où on ouvrira vraiment les caméras une fois que vous aurez fini, Johanna. Et là, nous, on peut peut-être relier comme vous voulez. Oui, alors oui, une ou deux questions peut-être. Alors, moi, je vous relaye la toute première. La toute première, c'est celle de Vincent, en fait, qui demande y aurait-il donc différents niveaux d'habileté de pensée, des prérequis, en fait, sur la question des habiletés de pensée. C'est-à-dire des habiletés de pensée qui seraient premières et d'autres qui seraient secondaires ou quelque chose comme ça? Peut-être vous voulez préciser en ouvrant votre micro, Vincent? Oui, bonjour. Vas-y, Vincent. Oui. Vous m'entendez? Allez-y, allez-y. Oui. Mm. Donc effectivement, ouais, c'était tout au début de votre intervention quand vous parliez d'habilité de pensée. C'est vrai que pour moi, c'était une notion assez abstraite. Et quand vous aviez parlé, avant de parler donc, de ce principe de s'ouvrir, entre guillemets, à la parole et au discours de l'autre, c'était justement de voir s'il y avait différents niveaux, en fait, différentes habilités de pensée. Et puis s'il y avait en quelque sorte aussi des prérequis, puisque là, vous parliez que du coup, ce concept donc d'ouverture d'esprit pouvait être un prérequis à un dialogue philosophique. Oui. Justement, c'est est-ce que pour des enfants et par rapport à ces habilités, en parlant d'un niveau cognitif, est-ce qu'en fonction de l'âge, on va déjà commencer Oui. à aborder certains niveaux en fait d'habilité pour Oui. les amener petit à petit à autre chose? Oui, tout à fait. Alors, en tout cas, moi, dans mon travail, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ce que j'appelle l'éveil philosophique, entre 4 et 7 ans, on va travailler les habiletés de pensée primaires, entre guillemets, qui seraient se questionner, formuler une idée, euh, écouter, dialoguer, illustrer par des exemples. On va surtout travailler celle-là. Alors que les habiletés de pensée comme problématiser, critiquer, argumenter, elles vont arriver un peu plus tard. Il y a des habiletés de pensée qui sont très complexes. Par exemple, je ne sais pas, rechercher un présupposé ou problématiser. Donc celles-là, en effet, on considère qu'elles arrivent plutôt à partir de 10 ans, on va dire. Donc il y a une progressivité, en fait. En général, dans la pratique philosophique, on met en place une progressivité des habiletés de pensée. On les sollicite au fur et à mesure. On ne va pas toutes les mettre en place tout de suite. Effectivement. Après, il y a un grand débat sur le nombre d'habiletés de pensée qui existent, hein. Pour Lippmann, c'était à l'infini. Pour Sasseville, le collègue de Lippmann, il y en a 72. Moi, je considère qu'il y en a 10 qui sont essentielles. Tozzi considère qu'il y en a 3. Donc bon, c'est assez compliqué, mais en tout cas, là, on est tous d'accord, c'est que les habiletés fondamentales, c'est conceptualiser. Ah, d'ailleurs, conceptualiser, c'est aussi une habileté de primaire, pardon. Quand on dit le bonheur, pour moi, c'est la liberté, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire assez tôt. Donc oui, il y aurait des prérequis qui seraient les habiletés à questionner, à formuler une idée et à conceptualiser et à illustrer. Voilà. Oui, effectivement. Chez François Galichet, il y en a 4, par exemple, avec la notion d'interprétation, quoi. Tout à Je fait. vous remets quand même le livre de Johanna voilà, sur les 10 habiletés ou compétences. Je relaye après une double question de Myriam. N'hésitez pas, Myriam, hein, si vous voulez ouvrir le micro, et qui est complétée par Evelyne après, qui, elles, sont vraiment sur l'ouverture d'esprit. Peut-on dire alors qu'il faut attendre que les enfants aient d'abord travaillé sur l'ouverture d'esprit avant de vraiment philosopher, puisque c'est une des conditions nécessaires pour pouvoir philosopher? Ça, c'était la question de Myriam. Et qui est un peu complétée par Evelyne, qui demande: est-ce que le fait d'inviter les enfants à partager leurs idées peut servir d'entraînement à acquérir cette ouverture d'esprit, CF Aristote sur l'entraînement? Oui, alors c'est ce qu'on va voir juste après, hein. Ce qu'on va voir juste après, c'est que justement l'enjeu de la pratique philosophique, à mon sens, c'est de stimuler l'ouverture d'esprit pour permettre le développement du dialogue philosophique. Donc, effectivement, on ne va pas attendre que les enfants aient une ouverture d'esprit pour philosopher. En revanche, il y a un saut qui se produit dans les ateliers philosophiques au moment où ils deviennent capables de s'ouvrir aux autres. En fait, c'est un saut qualitatif quelque part, au moment où on s'ouvre aux autres. Et comment on va stimuler cette ouverture d'esprit dans l'atelier philosophique? Nécessairement, quelque part, pour moi. C'est ce que je vais présenter juste après. Une dernière question, si vous voulez, après on avance, de Corinne, qui demande si vous parlez d'éthique au sens de respect.
Bah, le respect fait partie de l'éthique, mais l'éthique, c'est beaucoup plus large que le respect. Quand je dis qu'il y a un sens éthique, ça veut dire que, enfin, comment dire, l'éthique au sens large, c'est tout ce qui concerne la façon dont les humains essayent d'exister en faisant le moins de mal possible aux autres, voire en faisant du bien aux autres. Donc, dans cela, il y a la valeur du respect, mais c'est beaucoup plus large que ça, l'éthique, je pense. Ouais, je pense qu'on va en reparler. Et une dernière question, mais ça, pareil, on y répondra en plusieurs temps, je pense, de Chloé, donc je ne sais pas quel est le prénom. Serait-il possible d'avoir une grille d'évaluation et d'observation des habiletés de pensée? Qu'est-ce qui est mis en place pour faire progresser les élèves pendant les séances? Alors, juste pour préciser que l'année dernière, quand on faisait le parcours avec Monsieur Tosi, on avait proposé les grilles d'évaluation et d'observation d'habileté. Il me semble que c'est dans le 6e ou la 7e session du parcours. Donc, on vous les remettra de toute façon. Après, je ne sais pas si Johanna, elle, en a aussi à proposer, ou peut-être il y en a dans le support d'ailleurs. En fait, moi, j'ai pas effectivement, des grilles d'évaluation, il y en a plein, hein, ça, vous les trouverez assez facilement. Moi, j'ai pas une grille d'évaluation fixe parce qu'en fait, je fais ma grille en fonction de là où j'en suis et mon groupe. Si je suis en train de philosopher avec des CE1 dans les premières séquences, je vais pas avoir la même grille que quand je suis avec des CM2 que j'ai depuis 3 ans. Enfin, je veux dire, je pense que, au fond, pour moi, chaque animateur va faire une grille type par rapport à un groupe et là où il veut l'amener. Est-ce qu'il veut travailler les habiletés? Est-ce qu'il veut travailler, je sais pas, la capacité à écouter? Est-ce qu'il veut travailler la distribution de la parole? Enfin, après, il y a des grilles d'évaluation, par exemple, pour la DVDP, des grilles d'évaluation type pour la communauté de recherche philosophique de Lippmann et Sharp, et il y a des grilles d'évaluation type pour Arch. Mais je pense que, enfin, du coup, il y a celle-là qui existe, ça vous pouvez les trouver, et sinon, je pense que ce qu'il faut se dire en philosophie pour enfants, comme dans toute démarche éducative, c'est que on travaille là où on en est avec les personnes, les enfants et les adolescents dont on s'occupe. Donc, on ne peut pas comme ça créer une grille hors sol, universelle, qui fonctionne pour tous les ateliers philosophiques. Donc finalement, j'en étais arrivée à une hypothèse de recherche qui est que l'ouverture d'esprit, en tant que disposition à la fois cognitive et éthique, permettrait la construction d'une relation éthique aux autres et serait une habileté essentielle à la mise en place d'une pratique philosophique avec les enfants. J'ai l'impression qu'elle était un peu bizarrement construite, ma phrase, je suis désolée. Ainsi, l'éducation philosophique des enfants, telle qu'elle se définit depuis une quarantaine d'années, ne vise pas à transmettre l'entièreté de la philosophie, mais elle vise à mettre en place un exercice intellectuel de discussion collective qui nécessite et qui permet, d'une part, une ouverture d'esprit en un sens cognitif, et d'autre part, une ouverture d'esprit en un sens éthique. En un mot, pour le dire plus simplement, mon hypothèse, c'est que la pratique du dialogue philosophique avec les enfants et les adolescents repose sur une pratique de l'ouverture d'esprit et du coup développe cette faculté d'ouverture d'esprit. Alors, en quoi la pratique philosophique développe-t-elle l'ouverture d'esprit? En quoi elle rend manifeste la capacité des enfants à s'ouvrir aux autres? Pour répondre à cette question, j'ai essayé de chercher des marqueurs. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents marqueurs de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire les marqueurs, ce sont comme des preuves ou des traces de l'ouverture d'esprit qu'on peut trouver dans leurs échanges, dans leurs mots, dans leurs paroles. En effet, dans ma pratique, je me suis dit, bon, si je veux analyser ce qu'on arrive à faire avec la pratique philosophique, qu'est-ce que j'ai de tangible? J'ai les paroles des enfants, j'ai les retranscriptions de mes ateliers où je vois les paroles des enfants. Et du coup, j'ai commencé à analyser ces retranscriptions et ces échanges, à re-regarder les vidéos, à écouter les enregistrements et à essayer de voir les moments et à essayer de cibler les moments où on pouvait voir une ouverture d'esprit chez les enfants, chez un enfant ou chez plusieurs enfants. En faisant ça, du coup, j'ai trouvé des marqueurs, c'est-à-dire des traces, des preuves
de la présence de cette ouverture d'esprit. Finalement, j'ai eu une prise de conscience dans ma recherche. J'ai pris conscience que certains moments de la discussion me semblent particulièrement philosophiques. Et en me demandant pourquoi ces moments me semblent particulièrement philosophiques, je me suis rendu compte que ce sont des moments où il y a de l'ouverture d'esprit, justement, où il y a une rencontre entre les esprits. C'est ça qui est important. C'est pour ça, pour répondre à la question de tout à l'heure, évidemment, on ne va pas attendre que les enfants soient ouverts d'esprit. Par contre, ce qu'on remarque, c'est que dans les ateliers philosophiques, je trouve qu'il y a des moments qui brillent par leur qualité philosophique. Et pour moi, ce sont les moments où il y a une rencontre entre les esprits. Il y a une relation entre les esprits qui se crée, entre les idées des enfants. Ces moments, soit ils sont présents spontanément dans les interventions des enfants, soit ils sont stimulés par le facilitateur philosophe, par l'animateur philosophe. En tout cas, ces moments me semblent accroître la teneur philosophique de l'échange, car ils apportent un approfondissement, une mise en dialogue et une écoute significative. Dans les moments comme ça qui me semblent très philosophiques, je sens qu'il y a un dialogue, je sens qu'il y a une écoute, je sens qu'en se rencontrant, les enfants approfondissent leurs idées. Donc, en analysant ces moments où il y avait une ouverture d'esprit, une relation entre les esprits, j'ai trouvé 6 marqueurs. Le premier marqueur de l'ouverture d'esprit, c'est la reformulation des idées. Les moments où un enfant ou un ado reformule l'idée d'un camarade. Le deuxième marqueur, c'est l'explicitation des idées. Les moments où un enfant ou un ado explicite, développe l'idée d'un camarade. Le troisième marqueur, c'est l'analyse critique. Paradoxalement, les moments où un enfant ou un ado apporte un regard critique sur l'idée d'un camarade, il manifesterait son ouverture d'esprit. On verra pourquoi. Le quatrième marqueur serait la complémentarité des idées. Les moments où les interventions, les idées se complètent les unes les autres dans la bouche des enfants. Le cinquième marqueur serait l'entraide, les moments d'entraide dans la discussion. Et le dernier marqueur serait les moments où les enfants apportent des nuances ou s'influencent les uns des autres. Lorsqu'un enfant nuance sa pensée à la lumière de ce qu'il a entendu chez ses camarades. Tous ces gestes constituent des marqueurs de l'ouverture d'esprit. En tout cas, c'est ce que j'ai voulu explorer. Donc on peut les trouver dans les échanges entre les enfants, mais on peut aussi les stimuler. Donc je présenterai à chaque fois comment on les trouve, ces marqueurs, mais aussi je vous proposerai des gestes professionnels, des pistes pour stimuler cette ouverture d'esprit. Alors passons au premier marqueur. La reformulation. Durant la discussion, les enfants seront amenés à reformuler les idées de leurs camarades. Parfois, c'est spontané, mais le plus souvent, c'est quelque chose qu'on initie par le facilitateur, que l'adulte initie. C'est important parce que de cette façon, quand on les amène à reformuler, les enfants seront amenés à chercher le sens des idées de leurs camarades pour pouvoir les dire autrement, à leur façon, mais tout en restant fidèles à l'énoncé de départ. C'est ça qui est important. C'est pour ça que quand on reformule, quand les enfants reformulent, ils montrent leur ouverture d'esprit parce que pour reformuler correctement, il faut à la fois dire autrement, mais il faut rester fidèle à l'idée de départ. Donc il faut l'avoir écoutée, il faut l'avoir saisie, il faut en prendre soin. Sinon, on va reformuler en allant complètement ailleurs. Et donc quand on reformule, on essaie de créer une relation entre l'idée qui a été proposée et l'idée que nous, on va proposer. Mais il faut que ces deux idées, elles résonnent l'une avec l'autre. Il faut qu'il y ait un lien
qu'elles soient fidèles l'une à l'autre. Donc cette habileté de reformulation, elle est fondamentale parce qu'elle permet un dialogue fondé sur une véritable relation cognitive entre deux idées. L'idée d'origine et l'idée reformulée. En reformulant, les enfants, ils exercent encore d'autres habiletés philosophiques. L'habileté à traduire, ça c'est Lippmann qui parle de cette habileté-là, l'habileté à traduire par ses propres mots. En fait, pour Lippmann, c'est une vraie habileté philosophique d'être capable de redire avec ses propres mots, de traduire les mots de l'autre avec ses propres mots. Il y a une idée assez belle chez Matthew Lippmann, c'est que pour lui, c'est comme si chaque individu sur Terre avait sa langue. Et que du coup, pour se comprendre les uns des autres, ce qu'il faut faire, c'est traduire les mots de l'autre dans sa propre langue. Comme un traducteur. Il faut arriver à traduire dans sa propre langue. Donc quand on reformule, on fait exactement ça. L'autre habileté philosophique qu'on développe quand on reformule, c'est l'habileté à interpréter les mots d'autrui. Forcément, quand on reformule, on va essayer d'interpréter le sens de ce que l'enfant propose. Alors, pour l'animateur, quel geste professionnel je propose pour stimuler la reformulation? Alors d'abord, on peut nommer un reformulateur ou des reformulateurs, comme dans la discussion, comme dans la méthode de la discussion à visée démocratique et philosophique. Ainsi, à certains moments, on va solliciter le reformulateur pour qu'il reformule les idées qui ont été exprimées. Sinon, on peut tout simplement inciter à la reformulation durant la discussion, notamment quand il y a des idées qui nous semblent fécondes ou questionnantes ou provocantes ou floues. À ce moment-là, on va demander, attendez, est-ce que quelqu'un peut reformuler, s'il vous plaît? Moi, ce que j'aime bien faire, c'est dire, je voudrais 3 volontaires pour reformuler l'idée de votre camarade. Et du coup, là, on écoute 3 reformulations et on demande à l'enfant ou à l'ado qui avait dit la première idée, est-ce qu'il est d'accord avec les reformulations? Et s'il n'est pas d'accord, ça veut dire que, ah ben non, il faut réessayer. Et c'est là où on fait un vrai travail d'ouverture d'esprit. Si ça ne correspond pas à l'idée de départ, c'est que ce n'était pas exactement fidèle au sens. Donc il faut retravailler, vous voyez. Donc ça, c'est hyper intéressant. La reformulation, c'est un vrai travail où nécessairement on va s'ouvrir à l'idée de l'autre parce qu'on va devoir la travailler en fait pour la reformuler. Le deuxième marqueur est assez proche de la reformulation, c'est l'explicitation des idées. Donc là aussi, ça peut être spontané ou ça peut être stimulé par l'animateur, mais en tous les cas, on va essayer d'offrir des occasions. Il va y avoir des occasions où les enfants ou les ados vont développer les idées de leur père. Et ce faisant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont les découvrir plus avant. Ils vont apprendre, en fait, en prenant l'habitude d'expliciter les idées des autres, en prenant l'habitude de développer les idées des autres, on prend l'habitude de chercher la richesse qui peut se cacher derrière les idées. Ça, c'est extrêmement important. En prenant l'habitude de développer les idées des autres, on apprend à voir la richesse derrière les idées des autres. C'est important ça parce qu'au cours de la discussion philosophique, on tente de faire éprouver aux ados et aux enfants la fécondité de leurs idées. On essaie de leur faire éprouver le potentiel qui existe derrière les idées. Pardon pour la faute au mot recel. Et c'est pour ça que le développement des idées, il est très important. C'est pour ça que sans cesse dans l'atelier, comme vous voyez dans les gestes à gauche, les gestes professionnels du facilitateur, on va tout le temps inciter les enfants à développer les idées. Soit les leurs, soit celles des autres. Et parfois, ils vont dire, je ne sais pas. Mais en fait, quand on les pousse, essaye, développe ton idée, fais-la grandir, fais-la grossir. Fais grandir l'idée de ton camarade. Et bien là, ils vont chercher et ils vont trouver un développement.
Et du coup, en faisant ça, ils se rendent compte qu'il y avait un énorme potentiel de sens derrière l'idée. C'est ça qui est important. Et donc ça, c'est très valorisant pour eux, de se rendre compte que leurs idées, parfois, ils vont donner une idée très simple, une phrase très simple. Mais nous, on se dit, tiens, il y a quelque chose d'intéressant là. Et donc, on va demander une explicitation, on va demander un développement. Et eux, à ce moment-là, vont se rendre compte de tout ce qu'il y avait derrière. Dans les gestes professionnels qu'on peut utiliser, on peut développer on peut exercer le développement ou l'explicitation en utilisant aussi des citations de philosophes. De cette façon, ils vont apprendre à s'autoriser à développer les idées des autres. Et puis, comme pour la reformulation, on peut dire, dans l'atelier philo, à des moments où il y a des idées qui nous semblent vraiment intéressantes, on peut dire, je voudrais 3 volontaires pour développer l'idée de votre camarade. Et là, avec ces 3 volontaires, on va montrer le monde potentiel qu'il y avait derrière cette idée. Par l'explicitation, on développe d'autres habiletés de pensée. On développe notamment l'habileté à développer et à approfondir une idée. Bon, ça c'est évident. On développe l'habileté à explorer le sens d'un énoncé. Et enfin, encore une fois, on développe l'habileté d'interprétation, parce qu'on va essayer d'interpréter le sens d'une idée pour la développer. Donc là aussi, quand on explicite l'idée de quelqu'un, nécessairement, on s'ouvre à cette idée. On s'ouvre à l'autre pour développer son idée. Je vais vous lire un petit extrait où j'ai mis en lumière des moments qui me semblent être des reformulations et des moments qui me semblent être des explicitations. Alors, je vais vous le lire. Alors, pour info, là, donc c'est moi qui anime l'atelier, mais ce n'est pas du tout exemplaire du tout, c'est juste un extrait comme ça. Donc, le thème, c'était « À quoi ça sert de vivre ?» C'était en CM2. En décembre, donc ils avaient fait 2-3 mois de philosophie. Enfin, Ingrid. La vie, ça sert à passer des moments bien et à être bien dans sa vie. Enfant 2, Kevin. La vie, c'est quand on est et on est bébé et on vit des moments pas bien et pas bien. On vit quoi? Là, Ingrid, elle a une reformulation parce qu'elle dit la vie, c'est des moments de bonheur. Elle dit bonheur pour dire des moments bien, je pense. Et des moments de malheur, elle dit malheur pour parler des moments où on n'est pas bien, je pense. Enfant 3, alors là, Syrah, c'est intéressant parce qu'elle, elle dit elle-même qu'elle explicite. Elle dit, je pense, à mon avis, c'est ce qu'Ingrid et Kevin pensent aussi, que la vie, c'est un peu comme un test. Les beaux et les mauvais moments, ce sont des épreuves pour nous tous. Donc là, vous pouvez voir qu'elle allait plus loin dans le sens. À partir des idées de Ingrid et de Kevin. Enfant 4, Maxence, reformulation. Il le dit lui-même. Je reprends l'idée de Kevin. Pourquoi on est et qu'on meurt à la fin? Pourquoi notre existence, elle ne peut pas exister toujours? Enfant 5, Amélia, reformulation. Je redis la même chose. Là encore, ils le disent eux-mêmes, ça qui est intéressant. Mais elle ne va pas du tout dire la même chose. Elle dit, je crois que la vie, c'est comme si on vient au monde tout de suite et quelques années après, on meurt. Facilitatrice. Du coup, pour toi, la définition de la vie, ce serait ce qui se passe entre la naissance et la mort? Point d'interrogation qui manque, pardon. Enfant 6, Karim. La vie, c'est quand on va grandir pour avoir une belle carrière. Ou je ne sais pas. Enfant 7, Kenza, reformulation. Je pense que la vie, c'est un genre de truc, si on fait des bêtises, on va en enfer, et si on ne fait pas de bêtises, on va au paradis. Enfant 8, Roxane, explicitation. Ce qu'elle dit sur le paradis et l'enfer, ça dépend des religions. Quand on ne croit pas en Dieu, on pense. Enfant 10, Mohamed, explicitation. Alors là, il va expliciter ce que Karim essayait de dire. Là, c'est intéressant parce que je trouve qu'on voit que Mohamed, il essaye de savoir ce que Karim avait dans la tête, vous voyez? Il essaye de savoir ce qu'il avait dans la tête. Karim, je pense qu'il veut dire que la vie, c'est pas que naître et mourir. C'est essayer de faire des grandes choses. Vous vous souvenez, Karim, il disait,
La vie, c'est on va grandir, on va avoir une belle carrière. Et Mohamed dit, bah, peut-être que par carrière, il voulait parler des grandes choses. Facilitatrice, est-ce que tu peux essayer de le dire à ta manière? Enfant 10, Mohamed, reformulation, la vie, c'est de naître, de vivre des moments, qu'ils soient bons ou mauvais, et après on meurt. Enfant 12, Inès, la vie c'est un peu comme un mérite, sauf pour les méchants. Enfant 6, Karim, reformulation, on a une chance incroyable de vivre, et grâce à la vie, on pratique des moments inoubliables. Je suis d'accord avec Mohamed, mais c'est surtout les bons moments qui sont importants. Il y en a des mauvais, mais c'est pas le but de la vie. Enfant 14, Nied, reformulation. Des fois, on vit des trucs incroyables qu'on n'aurait jamais imaginé. Et on se dit que c'est cool d'être en vie, c'est comme un cadeau. Donc là, je trouve qu'on voit, hein, pour moi, on voit la relation d'ouverture d'esprit qui se crée entre les enfants parce qu'ils s'écoutent les uns les autres et ils reformulent, et ils réagissent et ils explicitent les uns par rapport aux autres. Alors, le troisième marqueur de l'ouverture d'esprit, c'est l'analyse critique. C'est les moments où il y a une réaction critique. Alors, vous le savez, l'esprit critique, il occupe une place fondamentale dans la philosophie, si bien que l'on cherche les moyens de le cultiver chez les enfants et les adolescents. L'esprit critique repose sur l'ouverture d'esprit. C'est ça mon postulat, c'est ça mon hypothèse. Pourquoi? Parce que si on ne prend pas le temps de connaître réellement, de l'intérieur, une idée avant de la critiquer, si on ne prend pas le temps de la connaître de l'intérieur, on ne sera pas capable de la remettre en question correctement. L'ouverture d'esprit, par l'intérêt, le temps et la disponibilité qu'elle accorde aux idées des autres, elle permet l'esprit critique. Ça, c'est très important. Et puis, entre parenthèses, je me permets une aparté, pour moi, ça, c'est important dans la vie en général, en dehors des ateliers philosophiques. Le véritable esprit critique, ce n'est pas la capacité à critiquer d'un coup comme ça, rapidement, immédiatement. Ce n'est pas la capacité à rejeter ou à exclure ou à ne pas être d'accord ou à réagir immédiatement, à donner son avis à tout bout de champ. Le vrai esprit critique, il prend le temps d'abord de connaître et de découvrir vraiment ce qu'il essaie de critiquer. Que ce soit une idée, une œuvre d'art, euh, une position politique, n'importe, un mode de vie. Il faut d'abord le connaître, prendre le temps de le connaître, avec une disponibilité. Et une fois qu'on a vraiment connu les choses qu'on veut critiquer, là, on peut exercer un vrai esprit critique. Cette idée selon laquelle l'ouverture d'esprit, du coup, la disponibilité, permet ensuite l'esprit critique, cette idée, elle résonne avec une idée qui est importante chez Matthew Lehman et Margaret Sharp. Alors, vous le savez peut-être, je ne vais pas pouvoir expliciter ici, mais pour eux, la pensée philosophique, elle était à la fois critique, critical thinking, créative, creative thinking, et elle était aussi bienveillante, caring thinking. Mais surtout là-dedans, ce qu'il voulait dire, c'est que le caring thinking, c'est-à-dire la pensée bienveillante, quand on prend soin des idées des autres, elle est le fondement du critical thinking, de l'esprit critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour eux, l'esprit critique repose sur une démarche de soin et de bienveillance dans un premier temps. Il faut d'abord prendre soin des idées des autres et les accueillir et les écouter avant de pouvoir les critiquer de façon précise, juste, respectueuse. Donc là, je les rejoins tout à fait, hein, parce que je considère que l'ouverture d'esprit, en tant qu'elle est associée au caring thinking, c'est-à-dire au souci, aux soins qu'on a pour les autres, est le fondement du critical thinking, de l'esprit critique. Quand on s'ouvre aux idées des autres pour les critiquer, on exerce d'autres habiletés philosophiques, notamment l'habileté à trouver des contre-exemples, des contre-arguments, et puis l'habileté à problématiser. On fait beaucoup ça par l'esprit critique. Quels sont les gestes professionnels qu'on peut proposer pour stimuler
l'exercice de l'esprit critique par l'ouverture d'esprit, en lien avec l'ouverture d'esprit? Bah, d'abord, tout simplement, on peut inciter à la réflexion critique en disant dans l'atelier, qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette idée, etc. De façon régulière, essayer de créer un débat en disant tout simplement, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord? Vous pouvez utiliser le jeu Esprit critique garde à vous, que c'est un petit jeu, hein, c'est un peu 3 fois rien, mais moi je le trouve très intéressant. Enfin, moi, il m'apporte beaucoup ce jeu. C'est un jeu dans lequel, en fait, vous donnez à chaque enfant 2 cartes. Une carte, je suis d'accord parce que, et une carte, je ne suis pas d'accord parce que. Et vous pouvez l'utiliser de plein de façons, ce jeu, mais soit vous pouvez vous préparer des phrases, des idées sur un thème. Par exemple, je prépare 10 idées sur la liberté. Et pour chaque idée sur la liberté, je vais leur dire « Esprit critique, garde à vous ». Et là, ils vont devoir lever soit une carte, soit 2 cartes, soit aucune carte. Et ensuite, ils vont critiquer l'idée. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, pourquoi? On peut utiliser ce jeu, sinon, à certains moments dans l'atelier. Par exemple, un enfant qui dit quelque chose, et là, vous dites « Attention, esprit critique, garde à vous ». Et là, on doit choisir une carte, ou 2 cartes, ou aucune, etc., etc. Ça, pardon de faire référence à mes livres, mais vous pouvez en voir une analyse détaillée dans mes bouquins. Dernier élément pour stimuler l'esprit critique en lien avec l'ouverture d'esprit, vous pouvez inciter les enfants à chercher les limites et les problèmes face à une idée. En disant, ce qu'a dit votre camarade, cette idée, est-ce qu'elle a une faiblesse? Est-ce que vous pouvez trouver un problème dans cette idée, un contre-exemple, une faille, etc., etc. Je vous ai mis une photo là donc de Lippmann et Sharp dans leur revue Thinking, du coup, qui a été publiée pendant plusieurs années autour de la philosophie pour enfants. Vous l'aurez compris, je suis un peu fan de Anne-Margaret Sharp. On passe au 4e marqueur. La complémentarité des idées. Alors, peut-être que vous le savez, mais la méthode de la philosophie pour enfants, elle est inspirée par un courant philosophique qui s'appelle le pragmatisme. Dans ce courant, il y a une méthode qui a beaucoup inspiré la philo pour enfants, et c'est la méthode de Charles Peirce, au XIXe siècle. Même si son ouvrage, vous le voyez, 1995, c'est la date de publication de son ouvrage en France, hein, c'est pas la date de sa pensée à lui. Et alors, pour Charles Peirce, en fait, pour rechercher des vérités, il faut créer une communauté de recherche où chacun cherche du sens et construit ensemble, dans une complémentarité, cette recherche. Et donc, cette complémentarité, elle se construit au fur et à mesure des hypothèses qu'on exprime, des arguments et des contre-arguments, des exemples et des contre-exemples, des raisonnements qu'on utilise. En tout cas, retenez de cette idée que pour Peirce, l'essentiel, c'était la complémentarité, c'est-à-dire qu'il faudrait inciter les enfants et les adolescents à construire l'échange, la réflexion, en lien avec ce qui a été dit avant. C'est pour ça que ça va stimuler l'ouverture d'esprit, parce qu'on va leur dire, on va pas leur dire exprimez-vous comme ça. Chacun dit son idée, et puis etc. Si on fait ça, on récolte plein d'idées, mais il n'y a aucun lien qui se crée. On va essayer de les amener à construire du lien entre ce qu'ils vont dire et ce qui a été dit avant. Donc on va sans cesse, dans les gestes professionnels, on va sans cesse les amener à réagir à ce qui a été dit. Si un enfant exprime une idée, on va leur dire qui a un argument pour cette idée, ou qui a un exemple pour cette idée, ou qui a une remarque, tout simplement. On va, du coup, faire en sorte que, en fait, on va les inciter à s'exprimer dans l'atelier philo, non pas pour juste dire leurs idées, mais en fait, pour continuer ce qui a été proposé par leurs camarades. Ça rejoint ce qu'on disait d'ailleurs sur la critique, l'explicitation et la reformulation. En faisant ça, on crée un lien.
Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire dans l'atelier philosophique, c'est de construire un échange où les interventions, elles se complètent les unes les autres. Elles construisent un chemin, elles échafaudent une réflexion ensemble. Donc, dans les gestes professionnels pour le facilitateur, on peut donc les inciter à réagir à ce qui a été dit. Est-ce que vous avez un argument? Est-ce que vous avez un exemple? Est-ce que vous avez une idée? Etc. Une reformulation. Vous pouvez féliciter tout simplement le groupe lorsqu'ils ont construit une réflexion collective cohérente en disant « Ah bah là, c'est intéressant. Vous avez réagi à ce qu'ils disaient d'autre avant, vous avez rebondi, il y avait vraiment du lien entre ce que vous disiez. Pour leur montrer aussi l'importance de cette continuité entre les idées, vous pouvez aussi utiliser le cercle de la parole philosophique. Donc ça, c'est un petit outil aussi que j'ai créé. Donc là, vous voyez, il y a un des cercles. En fait, en gros, vous mettez... Donc le cercle, c'est le cercle des personnes qui sont assises. D'accord? Sur chaque trait, vous mettez les noms des participants qui sont assis en cercle. Ensuite, vous désignez un dessinateur, le dessinateur du cercle de la parole philosophique. Et en fait, lui, pendant tout l'atelier, il va essayer de dessiner la façon dont la parole circule entre les enfants. Et du coup, c'est ça qu'on va montrer aux enfants, c'est de leur dire, vous voyez, le but, c'est que ce qui a été dit avant, ça ait un lien avec ce que vous allez dire après. Il faut qu'il y ait un fil. Ce dessin, il va montrer les fils. Il faut qu'il y ait un fil entre vous et l'autre. Et quand vous parlez, vous essayez de prendre le fil qui a été proposé par l'autre. Donc ça, c'est quelque chose vraiment, ils adorent le faire, les enfants et les ados. Et puis à la fin, il y a une vraie représentation de ce qui a été produit. Il y a beaucoup d'autres rôles et fonctions à ce cercle, mais là, je vous en parle juste très rapidement. Par rapport à cette complémentarité des idées, quand on essaye de les amener à se compléter les uns les autres, on travaille aussi d'autres habiletés. Donc l'habileté à construire du lien entre les idées, évidemment, et l'habileté à construire une cohérence et une logique au fur et à mesure de la recherche. En fait, s'ils se complètent les uns les autres, ils vont forcément, au bout d'un moment, de plus en plus arriver à être cohérents, à avoir une construction cohérente dans le sens. Ils n'y arriveront pas tout de suite, hein, c'est normal, mais petit à petit. Le cinquième marqueur, c'est l'entraide et la collaboration. Alors là, c'est très simple. Finalement, comme on l'a dit, hein, la pratique philosophique, elle vise à être une pratique coopérative, fondée sur une éthique relationnelle. Lorsque les enfants, les adolescents, viennent en aide à leur père pour formuler leurs idées, ils font preuve d'ouverture d'esprit. Et du coup, ils manifestent cette coopération. En fait, il y a des moments dans l'atelier où un enfant ou un ado ne va pas réussir à formuler son idée. Il va hésiter ou alors il va s'arrêter en plein milieu, etc. Et bien, c'est pas grave. Moi, je leur dis, hein, c'est ce que j'ai mis dans les gestes professionnels, je leur dis, on a le droit, dans l'atelier philosophique, de proposer des idées dont on n'est pas sûr. On peut proposer des idées au brouillon, on peut proposer des demi-idées. C'est pas grave, parce qu'en fait, quand on fait ça, on les propose au groupe et ils vont peut-être s'en saisir pour nous aider. Et donc, quand on demande quelqu'un peut l'aider, ben, c'est extrêmement intéressant. Parce que du coup, quand on vient en aide à son camarade, on se met à la disposition de son idée pour essayer de l'aider à l'exprimer. Vous voyez? Et donc là, on va vraiment faire preuve d'ouverture d'esprit. Ce faisant, on développera d'autres habiletés philosophiques, telles que la faculté à l'intelligence collective, à la coopération intellectuelle, et l'habileté éthique à dédier un moment pour explorer la pensée d'autrui. Je vous montre un petit extrait où on voit, je trouve, la complémentarité des idées et du coup une forme de coopération. Je vous ai mis à gauche ce que moi j'ai analysé comme filiation, comme complémentarité entre les idées. Le lien que je vois entre les idées, je ne vais pas vous le lire ce qui est à gauche en gras, je vais juste vous lire l'échange. Donc E1, évidemment, c'est enfant 1, etc. Donc c'était avec des CE2. Le thème, c'était aimer. Et on en était arrivé à la question, quelle est la différence entre aimer un objet et aimer une personne?
Enfant 1. Quand on aime un animal, c'est pas pareil que quand on aime un humain. Quand on aime quelqu'un, c'est enfin, je sais pas. Donc là, on voit, hein, cette idée, elle est un peu floue. Elle n'est pas tout à fait dans la question, mais bon, c'est pas grave. On laisse pour l'instant. Enfant 2. Un objet, il ne peut pas nous aimer en retour. Lui, il ne ressent rien. Les personnes, elles s'aiment toutes les deux. Enfant 3. Sauf si quelqu'un l'aime pas. On peut aimer un homme ou une fille et l'autre, il ne l'aime pas. Enfant 4. Mais l'amitié, un homme et un homme, l'amitié c'est entre deux humains, forcément. On ne peut pas être ami avec quelqu'un qui n'est pas notre ami. Enfant 3. Mais des fois, il y a des gens qui sont amoureux d'eux-mêmes. Ils se regardent dans le miroir et ils s'aiment. Facilitatrice, oui, ça s'appelle le narcissisme. Dans ce cas, il n'y a qu'une personne, effectivement. Enfant 5. L'amour, ça sert à montrer les sentiments l'un envers l'autre. Enfant 6. Aimer une personne et aimer un objet, c'est pas pareil. Parce que si on fait un câlin à une personne qu'on aime, bah ça on peut, c'est pas ridicule. Mais par contre, si on fait un câlin à un objet, c'est ridicule. Enfant 7. Bah si, moi j'en ai déjà fait un. Enfant 8. De quoi? À ta PlayStation? Enfant 7. Non, à mon doudou, je lui fais des bisous. Comme vous dites, c'est un objet votre doudou. Est-ce qu'il peut aimer? Alors là, vous allez voir, sur les 4 dernières interventions, il y a vraiment une complémentarité très nette. Ils vont se compléter l'un l'autre. Enfant 9. Non, il ne peut pas aimer l'objet parce que l'objet, il n'a pas de sentiment. Enfant 10, il n'a pas de sentiment parce qu'il n'a pas de cerveau. Il amène un argument. Enfant 11, bah non, il n'a pas de cerveau et il ne parle pas. Il amène un complément. Enfant 2, il amène conclusion, donc il n'a pas d'esprit. Donc je trouve que dans ce passage, avec des CE2, hein, donc c'est plutôt des petits quand même, eh ben, il y a une complémentarité qui se crée entre les interventions. Il y a une co-construction de la réflexion. Le dernier marqueur. Les nuances et les influences que l'on voit entre les enfants. Durant la discussion, les enfants ou les adolescents expriment leurs idées, mais à certains moments, ils parviennent à nuancer leurs idées à la lumière de celles des autres. De cette façon, cette influence montre une porosité entre les individus présents, qui entrent véritablement en dialogue. De cette façon, ils construisent au fur et à mesure de ces affinements des vérités intersubjectives et font preuve d'ouverture d'esprit. En fait, quand les enfants s'influencent les uns les autres et du coup nuancent leurs pensées au fur et à mesure de la discussion, on a une trace très forte, je trouve, de l'ouverture d'esprit. Et c'est comme ça qu'on crée, pour reprendre les mots de Marie-France Daniel, des vérités intersubjectives. Des vérités intersubjectives, c'est quoi? C'est des vérités. C'est un peu comme le dernier passage de l'atelier d'avant. C'est une vérité qui a été construite par plusieurs personnes, par plusieurs sujets. C'est une vérité intersubjective qui a été co-construite par plusieurs sujets. Ça, c'est important parce que on pourrait se dire au départ, être influencé par les autres, c'est pas une bonne chose. Mais là, on voit qu'il y a une idée importante parce que dans la philo pour enfants, il y a une idée de l'autonomie intellectuelle qui est assez singulière. L'autonomie intellectuelle dans la philo pour enfants, c'est pas je pense tout seul, de façon différente des autres, à ma façon, et je suis différent et je suis moi-même. L'autonomie intellectuelle dans la philo pour enfants, c'est penser par soi-même, mais en étant ouvert aux autres et en se laissant influencer par les autres quand on choisit d'être influencé par les autres. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le facilitateur? Quel geste professionnel? On peut dire, par exemple, dans l'atelier philosophique, on a le droit de changer d'avis. C'est même chouette. Mais on n'est pas obligé. On peut dire aussi, en philosophie et dans la vie, c'est intéressant de réfléchir pour aller un peu plus loin dans nos idées et essayer d'être de plus en plus précis. On peut faire aussi des avant-après, c'est-à-dire poser la même question au début d'un atelier et après un atelier. Et voir s'ils ont changé leurs idées, s'ils ont évolué dans leurs pensées. Dans les moments d'influence et de nuance, il y a d'autres habiletés philosophiques qu'on développe. Il y a la faculté à changer d'avis, donc.
et a la faculté à affiner son idée pour qu'elle acquiert plus de nuances. Un dernier extrait. J'ai pas le temps parce que je vois qu'il est déjà 15h24. Je n'ai pas le temps de le lire, mais je vais vous le raconter. Le thème, c'était « Est-ce qu'on a besoin des autres pour vivre ?» Et là, c'est une enfant, Ornella. Au départ, elle dit « On a besoin des autres pour vivre, pour manger. Grâce à eux, on mange. Ils nous amènent à manger, on chasse ensemble, etc. » Mais ensuite, les autres commencent à dire « Non, on a aussi besoin des autres parce qu'ils sont là quand on est triste, et puis on peut avoir des sentiments avec eux, on peut avoir des amis, etc. On a besoin des autres, en gros, par rapport à notre vie affective. » Et Ornella finit en disant « Bon, je change ce que j'ai dit. On a besoin des autres pour manger, mais surtout, on a besoin d'eux pour vivre des sentiments et avoir du bonheur. » Alors c'est intéressant parce que les autres n'avaient pas parlé du bonheur, mais elle ajoute l'idée du bonheur en ayant nuancé sa pensée de départ et en allant plus loin que ses camarades. Alors, là, j'avais juste 3 éléments de conclusion. Je pense que je vais vous les présenter. Comme ça, on aura un bon temps ensemble de discussion parce que sinon, ça va être laborieux vu que là, c'est assez court. Et après, je serai très disponible, j'espère, pour échanger avec vous. Alors, quelles sont finalement les 3 conclusions de cette recherche? Quelles conséquences sur le développement de l'ouverture d'esprit dans la philo pour enfants? La première chose, c'est que j'ai l'impression qu'en stimulant, comme je vous l'ai montré, l'ouverture d'esprit, eh bien, on aide les enfants et les ados à aller à la découverte de l'altérité. Les processus d'ouverture d'esprit mis en œuvre dans l'atelier philosophique manifestent la capacité des enfants à avoir une pensée socialisée, ouverte sur l'extériorité et l'altérité. Je pense que vous l'avez vu dans ce que je vous ai montré. En fait, quand on met en place des ateliers philosophiques, des discussions philosophiques avec les enfants, on se rend compte qu'ils sont capables d'être ouverts aux autres, d'avoir une écoute pour l'altérité. Ça, c'est très important parce que ça va à rebours d'une conception traditionnelle de la pensée enfantine. Cette conception traditionnelle, elle est héritée de Piaget, Jean Piaget, au XXe. Dans cette vision de la psychologie de l'enfant serait... L'esprit de l'enfant serait enfermé dans une sorte d'égocentrisme, de nombrilisme, un repli sur soi, quoi. L'enfant, il est complètement nombriliste. Il est incapable de s'ouvrir aux autres. Mais je trouve que la pratique philo, elle montre tout à fait le contraire. Elle montre que dès lors qu'on les met en groupe pour discuter, au fur et à mesure, petit à petit, ils s'ouvrent aux autres. Pas immédiatement, évidemment. Mais petit à petit, très rapidement, ils s'ouvrent aux autres. Ça veut dire que ça rejoint une vision socio-constructiviste de la psychologie de l'enfant. Cette vision socio-constructiviste, elle considère qu'il faut mettre en place des dialogues avec les enfants parce que c'est en dialoguant avec les autres qu'on apprend à dialoguer avec soi-même. Et du coup, qu'on apprend à penser. Parce que penser, c'est dialoguer avec soi-même. On n'apprend pas à penser en pensant tout seul. On apprend à penser en dialoguant avec les autres, parce qu'en dialoguant avec les autres, on apprend à dialoguer, et donc on apprend à dialoguer avec soi-même. Je le dis très rapidement là, il faudrait plus de temps, mais je voulais vous en parler. La deuxième conclusion de cette recherche, c'est que, comme on a pu le voir dans ce que je vous ai montré sous l'ouverture d'esprit, quand on pratique l'ouverture d'esprit et la discussion philosophique, eh ben, le dialogue philosophique, il a une teneur éthique en lui-même. Il s'ouvre aux autres. Il construit une relation entre les esprits. Ils se rencontrent dans la pensée. Ils prennent du temps pour écouter leurs camarades, pour reformuler ce qu'ils disent, pour expliciter ce qu'ils disent, pour s'entraider, pour se compléter, etc. Et en faisant ça, ils accomplissent une activité éthique. Ça veut dire que la pratique du dialogue, elle possède en soi une valeur éthique. Donc il n'est pas nécessaire de dédier des ateliers philosophiques tout le temps à des thèmes éthiques et moraux. Le racisme, la violence, l'égalité filles-garçons, etc. Évidemment, ces thèmes sont importants. Mais ce qui fait que la philosophie pour enfants, elle a une valeur éthique et politique,
c'est qu'elle offre un moment de dialogue où on stimule l'ouverture d'esprit, l'écoute, le respect, la bienveillance, l'empathie cognitive, par tout ce qu'on a montré, la reformulation, l'explicitation, la complémentarité, l'esprit critique, etc., etc. C'est ça qui a une valeur éthique et politique, c'est cette méthode. Dernier élément. Vous l'avez vu au gré de ma présentation, au fur et à mesure de ma présentation, que finalement, l'exploration de l'ouverture d'esprit, elle nous a fait stimuler plein d'autres habiletés philosophiques. L'habileté à reformuler, à interpréter, à chercher le sens des idées, à construire une cohérence, à développer l'esprit critique et d'autres encore. Donc je trouve qu'on voit là que l'ouverture d'esprit, elle est au cœur de compétences philosophiques fondamentales. La pratique de l'ouverture d'esprit, elle permet la réalisation d'habiletés de pensée fondamentales dont on ne peut pas se passer pour philosopher. Et donc, in fine, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'on ne peut pas se passer de l'ouverture d'esprit, de l'empathie cognitive, pour philosopher. Parce que certaines compétences philosophiques, telles que interpréter, chercher le sens, construire du sens, avoir un esprit critique, pour faire tout ça, on a besoin de l'ouverture d'esprit. Pour conclure, je vous invite à essayer dans un cadre qui n'a rien à voir avec les ateliers philosophiques. Non, je vous invite vraiment à essayer de converser avec les gens autour de vous en prenant le temps d'écouter leurs idées, de les penser, de les reformuler, de les expliciter. En fait, d'être disponible aux idées des autres avant de tout de suite y réagir, passer à autre chose, penser à soi-même, etc., etc. Vous verrez qu'il y a une valeur extrêmement forte à ça, et même si c'est pas facile, mais faites-le en famille, faites-le avec les amis, faites-le, voilà. Moi, j'essaie de le faire en tout cas. Voilà, je vais m'arrêter là pour ouvrir le dialogue. Oui, non, bonjour. En fait, c'est vrai qu'après, c'était avant l'explication de toutes les démarches du facilitateur qui sont très intéressantes, justement, des aides à l'enseignant pour pouvoir faire progresser. Parce que c'est vrai que moi, ce qui me gêne en philosophie, c'est de voir la progression des élèves et de pouvoir la quantifier entre, par exemple, le mois de septembre et le mois de juin, de voir tous les ateliers philosophiques et de voir chaque élève, de savoir comment pouvoir le faire progresser et qu'est-ce qui est inné pour lui dans ses prises de parole pour reformuler, par exemple, et moins peut-être pour être dans l'entraide, et comment aider. Et je trouvais que c'était assez intéressant, justement, les conseils proposés pour le facilitateur. Merci. Effectivement, pour moi, il y a quand on vise une progression, c'est hyper intéressant si vous arrivez à enregistrer vos ateliers, vous pourrez voir qu'au départ, ils vont peut-être avoir tendance à juste exprimer leurs idées, défendre leurs idées, être, vous voyez, centrés sur eux-mêmes. Et petit à petit, on voit de plus en plus de liens qui se créent où ils disent de plus en plus, je reprends l'idée de, je rebondis sur, je veux réagir à, j'ai un argument pour, j'ai une question à, etc. Et c'est là où du coup on voit qu'il y a un dialogue qui se construit. Et en effet, pour moi, c'est une façon tangible de mesurer l'accroissement d'une capacité à dialoguer philosophiquement. Merci. Ensuite, il y avait une question de Nathalie. On va déjà relayer les questions du chat et après, si vous voulez, en levant la main, on posera des questions en direct à Johanna. Une question de Nathalie. Pourriez-vous nous conseiller des ouvrages théoriques en philosophie sur les habiletés de pensée? Alors moi, j'en ai mis quelques-uns dans le chat, mais... Les ouvrages théoriques sur les habiletés de pensée, en fait, ce sont ceux de Lippmann. Le problème, c'est que c'est pas très clair, en fait, chez Lippmann. Enfin, moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour démêler ce qu'il veut dire sur les habiletés de pensée. Moi, je vous avoue, j'ai mis Dewey et Lippmann à l'école de la pensée et Dewey, comment nous pensons. C'est vrai qu'on pourrait mettre François Galichet sur philosophie en pratique, où là, il y a... Mais en fait, avec des enfants de 4 à 16 ans, par exemple, l'habileté à questionner, de 4 à 7 ans, par exemple, formuler une question précise, qui a du sens, etc., c'est déjà énorme. Et c'est une vraie compétence philosophique. Il y a une habileté aussi qu'ils ont oubliée et qui est très importante dans la philo pour enfants, c'est créer une idée. La créativité de la pensée, elle est très importante dans le courant anglo-saxon, et moi, j'y suis très attachée. Moi, je leur dis souvent dans l'atelier philo, vous pouvez proposer des nouvelles idées, des idées qui peuvent sembler folles, des idées que vous n'avez jamais entendues avant, des idées où peut-être que personne ne sera d'accord. Mais vous la créez, cette idée, elle est à vous.
Et je trouve que ça développe aussi une audace dans la pensée et un courage dans la pensée, ce qui font que des fois, ils vont utiliser des métaphores délirantes ou alors proposer des hypothèses qui ne sont pas réalistes, mais peu importe, parce que ça nous intéresse pour le sens. Donc ça, pour moi, c'est des vrais manques, par exemple. Voilà. Est-ce que, parce que là, vous n'avez pas présenté, Johanna, votre bibliographie. Est-ce que dans la bibliographie, ou est-ce que plus tard, il y aura une deuxième session avec vous, on aura l'occasion peut-être de reproposer des livres plus complets sur les habiletés. Je vous relaye encore les questions. Il y avait une question d'Andrea, mais on y a répondu aussi dans le chat. Où peut-on trouver des thèmes à proposer à la discussion? Je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Nous, on a ouvert quelques pistes. Où peut-on... Pardon, j'ai pas... Où peut-on trouver des thèmes, en fait, qui lancent la discussion? Alors, bon, évidemment, il y a des sites, Philo Enfant, Philo pour enfants ou d'autres, mais il y a aussi ça dans des ouvrages, et puis il y a aussi le principe de les préparer avant, les boîtes à débat, les cueils de questions. C'est vrai qu'il y a les collections aussi, les différentes collections là, qu'on a mis dans la bibliographie. Chacune développe la plupart du temps développe un thème. Enfin, chaque album développe un thème. Donc, ça peut être des thèmes qui peuvent être repris aussi en classe, quoi. Mais après, peut-être qu'il y a d'autres pistes. Sur les thèmes, oui, il y a l'ouvrage de Olivier Blon, Pourquoi et comment philosopher avec les enfants. Là, il y a pas mal de thèmes. En fait, c'est des concepts classiques de la philosophie qu'on utilise. Le bonheur, la justice. Okay, l'ouvrage d'Olivier Blon, il est sur le Geniali, il est dans les premiers supports de méthode. Après, il y a une question de Corinne qui vous demande, est-ce que vous voyez les enfants? Non, mais eux non plus ne me voient pas. Sinon, c'est tutoie. Ok. Ok, une question de Sophie. Peut-on dire qu'un marqueur, c'est une habilité de penser en acte? Oui, si on veut. Mais disons qu'un marqueur, pour moi, c'est un... En fait, non, c'est pas vraiment une habilité de penser en acte. En fait, un marqueur, c'est une manifestation. Moi, je cherchais des manifestations de l'ouverture d'esprit, en fait. C'est comme des critères, en fait. C'est comme des... Oui. En fait, c'est des moments qui sont souvent effectivement des habiletés qui signalent, qui nous font un signe pour nous dire là, il y a une forme d'ouverture d'esprit. Toujours sur les marqueurs, une question de Laure, je crois, ou Laurence. Y a-t-il un ou des moments où tous ces marqueurs sont explicités aux enfants pour qu'ils comprennent qu'ils viennent d'être capables d'ouverture d'esprit, justement? Alors, je les embête pas avec les questions de marqueurs, etc. Par contre, comme je disais, je verbalise le moment où, si à la fin de l'atelier, je vois qu'ils ont vraiment été attentifs aux idées des autres, qu'ils ont créé du lien, là, je leur dis. Ouais. Je leur dis, par contre, je leur dis pas au début de l'année, mon but, c'est que vous soyez ouverts d'esprit. Déjà parce que c'est un peu vexant pour eux, et puis c'est comme si j'arrivais avec toutes les solutions. Et puis peut-être qu'ils sont déjà ouverts d'esprit, on ne sait pas. Donc non, je leur dis pas quelles sont mes visées. Par contre, en général, mon but, c'est quand même de créer ce lien, ce dialogue, en fait. Cette forme de dialogisme. Et de ne pas avoir 20 individus qui s'expriment tout seuls, quoi. C'est un biais qu'on voit souvent, d'ailleurs, même surtout chez les adultes. On peut avoir une discussion, mais chacun s'exprime, mais ne fait référence qu'à lui-même. Vous savez, dans la discussion, il y a des gens, ils parlent, puis après, il y a d'autres gens qui parlent. Puis après, la personne reprend la parole pour dire « je voudrais compléter ce que j'ai dit avant » ou « je voudrais revenir sur ce que j'ai dit avant », etc., etc. Ça, c'est l'anti-dialogue. Ça c'est pas un dialogue, en fait. C'est des gens qui s'empilent, qui empilent leurs idées. Le dialogisme, le moment du dialogue, c'est quand on arrive à se mettre de côté soi-même pour se rendre disponible au sens de ce qui est apporté par les autres. Ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec les autres. Ça veut dire que on se met en sourdine pour être un peu plus disponible. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Une question d'Océane. Ouais, une question d'Océane. Sur est-il concevable d'animer un atelier philosophique avec les enfants sans avoir des connaissances solides en philosophie? Oui, tout à fait. Avec les formations de philo pour enfants qui existent, en vous renseignant, en lisant les collections de philo pour enfants,
en faisant plusieurs fois le même atelier. Moi, ce que je vous conseille, en gros, si vous n'avez pas de formation philosophique, c'est de choisir un thème, de vous renseigner sur ce qui a existé dans l'histoire de la philo, sur ce thème, avec un livre de terminale, avec une émission de radio, avec Philo Magazine, avec ce que vous voulez. Par exemple, prenez la liberté, puis vous lisez pas mal de choses sur la liberté. Ça ne veut pas dire que vous allez en parler aux enfants, ça veut dire que vous travaillez un peu cette question, vous vous sensibilisez à cette question. Vous cherchez un petit peu des grandes questions, des grands problèmes, etc. Et puis ensuite, vous faites plusieurs ateliers sur le thème de la liberté. Et petit à petit, vous allez saisir en fait les problèmes philosophiques autour de la liberté et vous êtes capable du coup d'animer cet atelier. Mais pour animer un atelier philosophique, la posture de l'animateur, finalement, il a un certain nombre de relances à sa disposition. Dans le bouquin de 2020 chez Lambert Lucas que j'ai fait, j'ai mis tout le catalogue entre guillemets des relances que je propose pour l'animateur, qu'il a à sa disposition pour lui animer. Parce que le but, en fait, c'est pas soi-même de proposer ses idées, c'est d'amener les enfants à faire éclore leurs idées. Donc c'est pas vous qui êtes au centre, en fait. C'est pour ça que c'est pas si grave si vous n'avez pas de formation philosophique. Par contre, il faut saisir chez les enfants quand ce qu'ils disent, ça renvoie à une grande question. C'est ça qui est important, c'est du coup se sensibiliser pour être capable de saisir des grandes questions dans ce qu'ils disent. Je sais pas, par exemple, l'autre jour, un enfant qui disait, on parlait d'un animal qui était à la fois un canard et un lapin. Et puis après, quand quelqu'un commence à dire, oui, mais est-ce qu'on peut être à la fois un canard et un lapin? Est-ce qu'on peut être à la fois ci et ça? Et moi, je me rappelle à ce moment-là que chez Aristote, mais peu importe si c'est chez Aristote ou pas, en tout cas, je sais que c'est un grand problème philosophique. Est-ce qu'on peut être à la fois deux choses contraires en même temps? Et donc là, moi, je renvoie les enfants à ça. Ah, c'est intéressant ce que vous dites sur être à la fois un canard et un lapin, un homme et un animal, etc. Ou, je sais pas, gentil et méchant. Est-ce qu'on peut être à la fois deux choses contraires? Donc c'est parce que j'avais cette question en tête que j'étais capable de rebondir, vous voyez. Mais pas de panique. Oui, vous ne ferez pas de mal aux enfants si vous n'avez pas de formation philosophique. Aidez-les à dialoguer, ça ira très bien. Dans la continuité, il y a aussi une question de Nathalie qui nous demande en fait comment faire le tri entre les idées qui font progresser l'échange et les autres, du coup. Moi, je fonctionne pas trop comme ça. En fait, ce que je fais en général, c'est qu'on prend une question ou un concept. Ensuite, j'écoute un peu leurs idées, je les laisse exprimer. J'interviens pas trop. Et dans ce qui apparaît, je cherche une question. Donc, c'est pas qu'il y a des idées intéressantes et des idées pas intéressantes. C'est dans ce qui apparaît, en général, il y a des choses qui sont récurrentes et qui posent problème. Et ça, on va du coup on va questionner ça en fait. Si vous faites un atelier sur la liberté et que tous les enfants parlent du fait que c'est trop bien quand on est libre, on est libre, on fait ce qu'on veut, etc., etc., et tout le monde dit ça, bah vous dites, ah bah voilà, la question là, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire ce que l'on veut? Enfin, vous voyez, en fait, il n'y a pas d'idées intéressantes et d'idées pas intéressantes, c'est plutôt celles qui nous amènent vers un débat, mais effectivement, je ne peux pas vous donner une méthode absolue pour pour cibler les idées intéressantes, c'est vrai. Je pense que c'est vous qui allez les cibler. Vous, en les écoutant, vous dites, ah ouais, il y a quelque chose là. Il faut se faire confiance, je pense, dans votre capacité à saisir les idées et à voir celles qui ont une profondeur, quoi, derrière. Une autre question de Corinne sur est-il absolument nécessaire d'enregistrer les échanges, de noter tout ce qui est proposé? Moi, je pense que c'est important d'enregistrer les échanges parfois ou de se filmer parce qu'en fait, ça nous fait progresser quand on anime des ateliers philo. Ça nous fait énormément progresser parce que au moment où on anime, en fait, on est dans le feu de l'action. Donc, on n'a pas un vrai regard sur ce qu'on fait. Donc, des fois, on croit on se dit, ah ouais, c'était génial et tout parce qu'on ne sait pas pourquoi, en fait, c'est notre impression. Et puis, des fois, on se dit, c'était nul. Mais dans les deux cas, quand on réécoute, eh ben, en fait, c'est pas si simple que ça. Parfois, on a l'impression que c'était génial et puis, en fait, on se rend compte que finalement, on s'est un peu enflammé, puis on a laissé des enfants de côté. Ou alors, des fois, on a l'impression que c'est nul, et en fait, on se rend compte que non, en réécoutant, il y avait beaucoup de choses intéressantes.
Et puis, oui, c'était plutôt calme, mais en même temps, ils se sont bien écoutés, il y avait un vrai respect, etc. Enfin, donc, ça permet de s'analyser soi-même à froid. Et ça permet aussi de repenser à tout ce que disaient les enfants. Une question d'Océane après, qui est sur la même question des enregistrements, en fait, qui demande, ouais, vous le réécoutez, mais est-ce que vous le faites réécouter aux enfants, l'enregistrement? Ça dépend de la qualité. Enfin, après, ça, c'est un peu des trucs techniques. Mais, et il y a aussi le fait que parfois, alors dans la méthode Axas, Arch, il y a une réécoute à la fin. Et c'est vrai que parfois, c'est intéressant, mais ce que j'ai remarqué aussi, c'est que parfois, en fait, ça les rend mal, quoi, parce qu'ils n'aiment pas leur voix ou ils n'aiment pas ce qu'ils ont dit. Enfin, par contre, je trouve que c'est intéressant de retranscrire des moments et de les afficher ou alors de leur donner, où ils voient en fait, waouh, c'est vachement bien ce que j'avais dit, etc. Mais le côté, je trouve que parfois par l'écoute, en fait, ils s'interrogent trop sur leur personne et ils oublient un peu les idées, quoi. D'accord, excusez-moi, je me permets de prendre la parole par rapport à ma question. C'était essentiellement pour leur faire prendre conscience en fait, de leur capacité à justement à dialoguer par rapport aux habiletés philosophiques dont on a parlé. C'est Pardon, pour vous pouvez ça. répéter ? La réécoute de l'enregistrement, c'était plus Oui. dans le sens de leur faire faire prendre conscience de leur capacité justement à dialoguer ce qu'on a mis en valeur. Oui, c'est ça. Mais je Oui, comprends non, c'est vrai. maintenant. Oui, c'est ça. Non, mais c'est une bonne idée et ça peut marcher. Mais ça, je dirais que ça dépend un peu des enfants. Mais il y a des enfants que ça va inhiber, en fait. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de s'entendre, parce qu'ils vont devenir un petit peu trop. Enfin, ils vont se rendre compte de leur façon d'être, en fait. Et Oui, je pas. comprends. Ouais. C'est l'émotion qui va reprendre le pas. D'accord. Ouais, c'est un peu ça, ouais. D'accord, merci. Pour le chat, on en a presque fini. Il y avait une dernière question sur la durée d'un atelier philo en maternelle et en CP. C'est vrai qu'on a souvent répondu à Entre ce genre de 30 et questions. 45 minutes, quoi. Ouais. Voilà, autour de 30 minutes, et puis après, c'est graduel selon le niveau. Je sais pas, peut-être vous voulez maintenant, je pense qu'on a fait. Ah non, il y en a encore une. Le fameux cercle de discussion. Ah bah non, il y a encore des questions là qui viennent d'arriver. Le fameux cercle de discussion qui trace le fil de la discussion, sert-il aussi de trace écrite pour montrer la quantité de la participation? Alors, on peut s'en servir comme ça. Moi, alors, il y a plein de choses, hein, mais il y avait un article dans Diotim qui détaille vraiment le cercle philo, si vous avez besoin, dans Diotim. En fait, on peut s'en servir pour, par exemple, moi, à la fin, je peux donner la parole à ceux où je vois qu'ils n'ont pas beaucoup parlé. En leur disant, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, ou est-ce que vous voulez poser une question, ou etc. Je trouve que c'est utile aussi pour le facilitateur, parce qu'au départ, on voit qu'il parle beaucoup. Et lui, il va dire, oulala, j'ai trop parlé. Et donc, petit à petit, on essaie de parler de moins en moins. Et au fur et à mesure de l'année, si on fait des ateliers sur l'année, on essaye d'être de moins en moins présent, en fait. Enfin, évidemment, on est quand même toujours présent, mais vous voyez. Je vous ai mis le lien de Diotim dans le chat. Je le cherchais, bien vu. Voilà. Je l'ai mis. J'ai pas retrouvé l'article en direct, mais Non, j'ai pas retrouvé l'article non plus, mais vous pouvez le chercher je après sais dans qu'on l'avait Diotim. déjà consulté il y a quelques temps en arrière, mais on va le retrouver. Nous, on avait consulté un Diotim qui d'ailleurs était dirigé jusqu'à peu de temps par Monsieur Tosi, donc qui nous accompagne l'année dernière, et dont la direction a été reprise par Madame Chirouter et par Madame Houkin, au passage. Une question de Stéphanie. Sur le plan juridique, est-ce qu'il faut prévoir une autorisation parentale préalable à l'enregistrement? Alors, il y a un flou juridique sur l'enregistrement de la voix. Moi, je fais un courrier pour avoir l'autorisation des parents, parce que j'ai pas envie d'avoir. Et puis, c'est l'occasion de leur parler des ateliers philo, en fait. Donc, oui. Ou alors, vous l'utilisez vraiment juste pour vous, quoi. DVDP, il y a des observateurs qui ne participent pas directement. Quelques précisions, alors là, c'est tout le parcours de l'année dernière. Sur la DVDP ? Oui, sur la DVDP.
Oui, les observateurs, moi si vous voulez je réponds, hein, les observateurs ne participent pas. Ils ont d'ailleurs des fonctions différentes. Il y a des observateurs de l'animateur, des observateurs du reformulateur, du synthétiseur et des observateurs des processus de pensée eux-mêmes. Donc les observateurs participent pas. Mais après, de la même manière, le reformulateur, c'est un rôle qui est très difficile. On l'avait vu l'année dernière dans les cas pratiques que vous aviez éprouvés hein, d'ailleurs. Mais lui, il participe au débat, alors que le synthétiseur, lui en retrait du débat, prend des notes et par contre restitue à la fin. Mais c'est vrai que c'est différent. Sur tout ça, on vous remettra les supports de l'année dernière, hein, qui sont vraiment très clairs. Alors, une question d'Evelyne, l'enfant en charge du cercle peut-il participer en même temps à la discussion? Je pense que c'est pas possible, en fait, c'est trop prenant, hein. Parce qu'il faut qu'à chaque intervention, il faut trouver la personne qui a parlé, donc je pense que c'est pas possible. Après, rien n'est rigide, hein. C'est pareil pour l'observateur de la DVDP. Enfin, je veux dire, on peut aussi s'approprier les méthodes comme on le sent par rapport à son groupe, comment on les sent capables de faire ça ou ça. Enfin. Je crois qu'on en a fini pour le chat là. Donc s'il nous reste encore quelques minutes, si vous voulez, ou en levant la main ou en ouvrant les caméras, poser encore des questions, n'hésitez pas. Vous avez un petit module pour lever la main dans Teams. Là, le bonhomme avec la main. Voilà, c'est ça. Alors, je vois qu'il y a une main levée. Je vais essayer de voir. Allez-y, hein, c'était Laura, non? Oui, merci. Moi, j'ai le chic pour être à côté du sujet, mais tant pis, je pose quand même la question. Est-ce que vous voyez une grande différence entre la façon de philosopher et d'échanger des adultes et celle des enfants? J'ai l'impression que nous sommes les moins écoutants en tant qu'adultes. Alors, il faudrait du temps pour répondre à ces questions avec un peu de subtilité. Donc là, en 1 minute, ce sera forcément un peu caricatural ce que je vais dire, mais oui, je suis un peu d'accord avec vous que les adultes, je pense qu'ils ont des convictions très fortes. Il y a des choses dont ils sont convaincus, qu'ils n'arrivent pas à remettre en question. Donc c'est vrai que en fait, avec les adultes, ce que je dirais, c'est qu'il faut aller dans des terrains, pour qu'ils arrivent à philosopher mieux, vers des terrains où ils n'ont pas des idées prérequises. Et donc avec les adultes, il faut aller dans des terrains où ils ne vont pas avoir déjà des idées fortes et ancrées et sédimentées. Parce que du coup, je pense qu'il y a une difficulté quand même quand on est adulte, et j'en fais partie, hein. Quand on a des idées qui nous sont chères, des choses qui nous sont importantes et auxquelles on est attaché, c'est compliqué de les remettre en question. Et en fait, plus le temps passe, plus on y est attaché. Ça, c'est d'ailleurs une des théories fondamentales hein, de Mathieu Lippmann, c'est qu'il considère, et dans la philosophie, ça c'est quelque chose de crucial, il considère que les idées qu'on porte philosophiquement, on y est attaché affectivement. On les aime en fait, nos idées. On y est attaché émotionnellement. Donc en fait, quand les gens les remettent en question, quand les gens les déstabilisent ou quand les gens les critiquent, c'est pas rien pour nous en fait, ça nous fait quelque chose. Et donc c'est pour ça que il faut se préparer dans l'atelier philosophique à se dire, je vais peut-être, je suis prêt à mettre de côté mes idées chères pour essayer de voir s'il y a d'autres possibilités. Mais c'est vraiment difficile. Hein. Merci. D'une certaine manière, c'est comme si on était attaqué soi-même par identification de soi à son idée. Quoi. Oui, complètement. Oui. Il est 15h56, donc on est dans les temps, c'est formidable. Donc un grand merci à Johanna Hawkin pour son intervention. Vous retrouverez bien évidemment les autres séances, enfin la suite du parcours sur le site Réseau Canopé. Donc, je ne sais pas si Fred, tu peux mettre le lien dans le chat pour avoir les différentes interventions. Donc la prochaine fois, ce sera avec... ce sera avec Edu Chirouter le 10 novembre. Voilà, c'est ça, pour un cas pratique. Et ensuite, c'est Johanna Hawkin qui nous retrouvera pour un autre cas pratique, c'est ça. Très bien, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous pour votre écoute et puis à la prochaine fois.
Merci beaucoup. Merci Nicolas, merci à vous, Frédéric. bon après-midi et rendez-vous pour les cas pratiques au mois de novembre. Alors. Bon après-midi. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.